Ces films ont ruiné la carrière de leurs réalisateurs. Il arrive malheureusement que la carrière d'un cinéaste soit étroitement liée au destin cabossé de l'une de ses œuvres au point de plomber la trajectoire de sa filmographie. Un constat souvent injuste d'ailleurs, comme s'il n'existait pas ou si peu de rédemption possible. Mais le monde du cinéma est sans pitié. Mésentente, guerre d'ego, budget explosé, critiques désastreuses, bide au box-office, les raisons peuvent être nombreuses. Voici 5 films qui ont ruiné la carrière de leurs réalisateurs. Rollerball, carton rouge pour John McTiernan. Fabuleux cinéaste, John McTiernan a révolutionné le cinéma d'action des années 80-90 en livrant des pépites indéboulonnables que sont Predator, Piège de cristal ou À la poursuite d'Octobre Rouge. Et même s'il a sauté la case de 58 minutes pour vivre, laissant le champ libre au réalisateur Renny Harlin, c'était pour mieux revenir aux commandes d'un formidable troisième volet de la saga Die Hard, Une journée en enfer. On pourra d'ailleurs ajouter à cette courte liste son génial Last Action Hero, situé à mi-chemin entre la satire et le blockbuster d'action survitaminé. Gros échec en salle à l'époque, le temps lui a heureusement rendu justice, faisant de cette pépite sortie en 1993 un film culte. En fait, la mise à mort de la carrière de McTiernan pourrait se mesurer en 2 temps. Le premier coup d'arrêt dévastateur s'est porté sur son film Le 13e guerrier, sorti en 1999. Adapté du livre Eaters of the Dead écrit par Michael Crichton et publié en 1976, ce nouveau film très ambitieux de McTiernan avait tout, sur le papier, pour devenir culte. S'il l'est effectivement devenu, ce n'est pas pour les bonnes raisons. Régulièrement qualifié de grand film malade, il fut victime des tensions incroyables entre son réalisateur et Crichton. Au point que McTiernan quitta le film en pleine post-production, Crichton assurant seul le montage du film. Il décida en outre de rejeter la musique composée initialement par Graeme Revell en faisant appel à Jerry Goldsmith. Le résultat commercial fut un désastre et figure parmi les plus gros échecs de l'histoire du box-office américain. Gonflé par un budget de production qui était monté jusqu'à 160 millions de dollars, le 13e guerrier n'en a même pas rapporté 33 millions au box-office américain. Les pertes furent estimées entre 129 et 137 millions de dollars, soit entre 247 et 262 millions d'aujourd'hui si on ajuste les sommes à l'inflation. Il y a eu beaucoup de soucis sur ce film, je préfère ne pas parler de ma vision du film, dira McTiernan en 2013, preuve que la douleur était toujours là, des années après. Le coup de grâce viendra avec son film Rollerball 3 ans plus tard. Incompréhensible remake du classique de Norman Jewison, sorti en 1975, cette nouvelle version expurgeait tout ce qui faisait la force du film original, notamment son discours politique et social. Avec ses séquences d'action sans queue ni tête, un montage à la tronçonneuse, un casting semblant même se demander ce qu'il faisait là, le naufrage artistique et commercial fut total. En plus d'ailleurs de plomber la carrière de Chris Klein qui reprenait le rôle mythique jadis tenu par James Caan. Un ratage qui fut rapidement estampillé comme l'un des pires films de l'année 2002. Dans les coulisses du film, le feu avait couvé sous la glace entre le cinéaste et le producteur Charles Roven, au point que McTiernan avait engagé un fameux et sulfureux détective privé, Anthony Pellicano, pour qu'il mette sur écoute le producteur. L'affaire a alors pris une tournure judiciaire. En avril 2006, lors d'une audience publique au tribunal fédéral de Los Angeles, McTiernan a plaidé coupable d'avoir menti au FBI lors de son interrogatoire sur son implication dans l'affaire Pellicano. Finalement condamné, il fit 328 jours de détention pour bénéficier d'une libération anticipée en février 2014. Devant payer des honoraires d'avocat astronomiques, comme souvent aux États-Unis, logiquement incapable de travailler, le cinéaste se déclara même en faillite durant son emprisonnement. L'époque de mes films est révolue, disait le réalisateur en 2015. Un constat amer pour celui qui reste persona non grata à Hollywood et ne semble hélas pas prêt de sortir du purgatoire dans lequel il est enfermé depuis bien trop longtemps. Depuis Basic, sorti en 2003, il n'a plus rien réalisé. Vercingétorix, l'Alésia de Jacques Dorfman. Ce devait être rien de moins que le Gladiator à la française. À sa tête, Jacques Dorfman, qui fut notamment un producteur émérite et respecté d'une 40aine de films. Il était notamment derrière L'Armée des Ombres et Le Cercle Rouge de Jean-Pierre Melville, pas exactement des films mineurs. Plus de 20 ans après la sortie de Vercingétorix, le souvenir restait encore très douloureux pour lui. On dit qu'on se fait une armure, mais moi, je n'ai jamais réussi. Bien sûr, quand on fait un métier public, on ne peut pas se plaindre de l'opinion des gens, mais quand même, ça fait mal, raconte le cinéaste dans un numéro du magazine SoFilm publié en juin 2021. Coproduction franco-canadienne qui fut très difficile à financer, Vercingétorix a cumulé à peu près tous les handicaps possibles. Son comédien principal, qui devait être Guillaume Depardieu, victime d'un grave accident de moto, n'a pas pu
pu monter à bord. Tourné en Bulgarie pour des raisons de coût et aussi parce que certains de ces paysages ressemblaient à l'Auvergne, la situation se tend une fois sur place. Le gouvernement bulgare voulait entrer en coproduction du film et donc avoir un droit de regard dessus, ce qui était hors de question. L'équipe de production découvrira un beau matin que la quinzaine de camions régie avait complètement disparu avec tout le matériel technique. La raison ? Les techniciens locaux n'avaient pas été payés. Or, 80% de l'équipe était bulgare, le reste était français et canadien. On était tout le temps en retard sur tout. Il arrivait même qu'on tourne 24 heures d'affilée, raconte Dorfman. Le cinéaste a aussi la douleur de perdre son père au début du tournage. Vivant mal son deuil, ce qu'on peut comprendre, il se réfugie alors dans l'alcool. Tandis que Klaus Maria Brandauer, qui joue César, refuse de sortir de sa caravane car fâché avec le réalisateur, Dorfman doit aussi composer avec Christophe Lambert. L'acteur est d'autant plus amer que le film a largement contribué à plomber sa carrière. Ça ne dérapait pas, c'était Holiday on Ice. Quand le réalisateur arrive déjà bien attaqué à 8h du matin et qu'à 15h il est écroulé sous comme une vache au milieu des figurants et qu'il hurle fin de tournage, ça devient ingérable, a lâché le comédien. La brouille entre les deux sera très profonde. Après Vercingétorix, Jacques Dorfman et Christophe Lambert devaient faire ensemble un biopic sur Lafayette et un autre sur Charles de Gaulle, qui ne verront jamais le jour. Le coup de grâce est porté par les critiques assassines de la presse, le magazine Télérama parle carrément de bide du siècle. Le Nouvel Observateur est à peine moins aimable, qualifiant Vercingétorix de nullité sans nom. Même la promotion du film a été un calvaire pour son réalisateur, car de nombreux journalistes ne voulaient même pas le rencontrer. Désormais âgé de 79 ans, Jacques Dorfman n'a plus rien réalisé depuis. La Porte du Paradis, l'enfer de Michael Cimino. En 1979, Michael Cimino est le cinéaste le plus courtisé d'Hollywood après les 5 Oscars décernés à Voyage au bout de l'enfer, un des plus grands films de l'histoire du cinéma. À peine 2 ans plus tard, il devient un véritable paria. Que s'est-il passé entre les deux ? Une porte du paradis qui s'est surtout transformée en enfer. Des décennies après la sortie de cet immense film maudit, certains à Hollywood ne pardonnent toujours pas à Cimino cette cruelle démystification de l'Ouest américain, ni d'avoir provoqué la quasi-faillite de la United Artists, le mythique studio fondé en 1919 par Charlie Chaplin, D.W. Griffiths et Mary Pickford en raison de ses multiples dépassements de budget. Tout au long du tournage, Michael Cimino a fait preuve d'un perfectionnisme frisant la mégalomanie. Il y avait déjà 4 jours de retard sur le planning après 5 jours de tournage, car il n'était pas rare que le cinéaste fasse 50 prises d'une même scène. Au final, le tournage s'est étalé sur 165 jours. Cimino est allé jusqu'à faire refaire les espacements entre les édifices d'une rue parce que leurs écarts n'étaient pas les bons, ou repeindre une prairie qu'il ne jugeait pas assez verte. Les rumeurs ont bien vite enflé, comme celle où on l'accusa d'avoir carrément dépensé 50 000 $ en cocaïne sur le tournage. Le montage fut tout aussi épique puisque Cimino, possédant le Final Cut, posta une garde armée devant la salle de montage qui avait pour ordre de ne laisser rentrer aucune personne en provenance de United Artists. Lorsque le studio a découvert le tout premier montage du film, d'une durée de 5h25 et issu de 220 heures de rush, il a été logiquement horrifié. Cimino expliqua même avoir fait une concession en coupant déjà 15 minutes dedans. La durée du film était de toute façon inexploitable et Cimino ramena sous la contrainte le montage à 219 minutes. Ce montage ne fut projeté qu'une fois à l'occasion de la première à New York le 19 novembre 1980. Assassiné par la critique, le film est ressorti en salle 6 mois plus tard dans un montage de 149 minutes. Mais le mal était déjà fait. La mauvaise publicité et les critiques assassines de la première avaient déjà ruiné la carrière du film et celle de Cimino. Car s'il a pu brièvement se remettre en selle avec son fabuleux film L'année du dragon en 1985, il ne retrouvera plus jamais la lumière de ses éblouissants débuts de carrière. Entre 1987 et 1996, il a réalisé encore 3 films qui seront tous de cinglants échecs commerciaux, à côté d'une vingtaine d'années passées à écrire des scripts dont les films ne verront jamais le jour. Au bout du compte, Michael Cimino reste sans doute l'exemple le plus tristement emblématique d'une carrière tuée nette et pourtant promise à un fabuleux avenir. Waterworld, le naufrage de Kevin Reynolds. Ami de longue date de Kevin Costner, à qui il confiera d'ailleurs un des rôles titres de son tout premier film Une bringue d'enfer, Kevin Reynolds signa dès son second long métrage un pur chef-d'œuvre d'une rare brutalité, La Bête de guerre en 1988. 3 ans plus tard, il retrouvait Costner pour un triomphe planétaire, Robin des Bois, prince des voleurs. Une nouvelle version pleine de panache d'un mythique personnage. Si Rapa Nui en 1994 n'a pas laissé un souvenir impérissable, Costner étant sur ce film seulement producteur,
producteur, les deux se réunissent à nouveau pour un film post-apo sur l'eau qui virera au chemin de croix mutuel Waterworld. En fait, le divorce entre les deux Kevin sera si douloureux qu'ils ne retravailleront ensemble que 17 ans plus tard sur la série Hatfields & McCoys. Explosant son budget initial pour atteindre 235 millions de dollars si l'on englobe le budget marketing et la promotion, Waterworld reste un des films les plus chers jamais produits. La somme peut paraître faible au regard des budgets actuels, mais il faut restituer le film l'année de sa sortie, en 1995. Aujourd'hui, cela équivaudrait à plus de 450 millions de dollars. Le tournage débute alors que le scénario n'est pas achevé. Pas moins de 36 personnes se succèdent pour coucher le script, tandis que Kevin Costner, toujours mécontent du traitement, ne cesse de réécrire ses répliques. Tourner dans et sur l'eau n'est évidemment pas une sinécure. Les membres de l'équipe sont contraints de se rendre sur le plateau en bateau, y compris entre les prises pour aller aux toilettes. La nature s'en mêle et un ouragan détruit le décor de la scène finale qu'il faut bien entendu reconstruire. Les acteurs en bavent aussi. Costner manque de se noyer lors d'une cascade, tandis que sa doublure, le surfeur Laird Hamilton, tombe en panne d'essence en jet ski et erre plusieurs heures en mer avant d'être retrouvé. Il est également victime d'une embolie. Tina Majorino, l'interprète d'Enola, est piquée à plusieurs reprises par des méduses. John Malkovich et Jack Nicholson sont envisagés pour le personnage de Deacon, mais ils sont trop chers. Et c'est finalement à Dennis Hopper que revient le rôle, alors que les prises de vue ont débuté depuis un mois. Kevin Costner exige une villa et un yacht qui font gonfler la note. Soupçonné d'infidélité, il divorce de son épouse après 16 ans de mariage. Cette séparation excite les journalistes qui débarquent sur le tournage pour passer au crible les moindres erreurs. Avant même sa sortie, le film est précédé d'une réputation catastrophique. Ajoutez à tout cela, comble de l'ironie, un réalisateur qui a le mal de mer et vous avez tous les ingrédients d'un naufrage. Échaudé par l'aventure, Reynolds finit par laisser le montage du film entre les mains de Costner, une querelle d'ego et de vision artistique très opposée qui culminera avec l'absence évidemment très remarquée du réalisateur à l'avant-première du film comme un ultime désaveu. Si Waterworld a un peu sauvé les meubles grâce à son exploitation internationale, puis sa carrière en vidéo, notamment avec sa version longue, le film a plombé la carrière de Kevin Reynolds, aujourd'hui âgé de 73 ans. En dehors de sa participation à la saison 1 de la série Hatfields & McCoys en 2013, il n'a tourné que 4 films depuis Waterworld, des œuvres pas forcément déshonorantes, mais très loin de ses remarquables débuts. Amour trouble, le bide de Martin Brest. Catapulté au firmament du succès avec Le flic de Beverly Hills, le cinéaste Martin Brest a fait des débuts plus que remarqués à Hollywood. Si le génial buddy movie Midnight Run dans lequel jouait Robert De Niro n'a pas eu le même succès, Brest a permis en 1993 à Al Pacino d'enfin remporter le premier Oscar de sa brillante carrière dans Le temps d'un week-end, remake du classique italien Parfum de femme. Sa rencontre avec Joe Black en 1998 était loin de valoir un triomphe, ce qui n'a d'ailleurs pas été le cas, mais permettait malgré tout à Brad Pitt de poursuivre sa trajectoire ascendante vers les sommets. Puis est venu un violent coup près, Amour trouble. Sortie en 2003, cette comédie policière fut l'un des plus gros échecs artistiques et commerciaux des années 2000, même s'il a permis à son interprète Ben Affleck d'y faire la rencontre de Jennifer Lopez, avec qui il a connu une première idylle. Pour un film qui a été un désastre aussi fameux, très peu de gens l'ont vu en réalité, mais c'est vrai que ça ne marche pas. C'est un peu comme si on avait mis une tête de cheval sur un corps de vache, racontait Ben Affleck à Entertainment Weekly en janvier 2022. Colossal bid au box-office mondial avec à peine plus de 7,2 millions de dollars de recettes, que même Al Pacino et Christopher Walken présents dans le film ne pourront sauver, Amour trouble fera une humiliante tournée de prix aux Razzie Awards en 2004 avec 5 récompenses, dont celle du pire couple, du pire réalisateur et du pire scénario. La cérémonie portera même les stockades 6 ans plus tard en décernant au film 3 nouvelles récompenses, pire film de la décennie, pire acteur et actrice de la décennie. Depuis le film, Martin Brest a disparu de la circulation et n'a plus rien tourné. S'il n'est âgé que de 73 ans, il semble malheureusement très peu probable que le cinéaste sorte de sa retraite forcée, survenue voilà 22 ans.